Donc, je vous fais donc c'est 3 heures ensemble cet après-midi sur, je dirais, la dermatologie infectieuse hors MST, parce que vous êtes censé avoir été au cours l'année dernière sur les maladies sexuellement transmissibles. Et donc, on va commencer par les infections cutanéo-muqueuses bactériennes. On terminera par les mycosiques. Entre-temps, on aura vu la gale essentiellement, et puis les viroses, en particulier les infections herpès. Et surtout, en fait, l'idée, c'est que vous voyez des images, parce que la dermatologie, vous avez le référentiel du collège, qui est tout à fait adapté, mais ce qu'il faut, c'est que vous mettiez bien, je dirais, les images dans la tête. C'est comme ça qu'on avance en dermatologie, et ce n'est pas facile lorsque vous n'êtes pas dans le service de pouvoir faire les diagnostics. Très simplement, sur les infections bactériennes communes, globalement, on différencie le type d'infection en fonction du caractère folliculaire ou non folliculaire de l'infection et du caractère superficiel ou non de l'infection. Et en fait, cette façon de voir les choses vous permet véritablement de couvrir les principales infections bactériennes cutanées. Les plus fréquentes sont les infections superficielles, sans réellement de conséquences, je dirais, vitales, contrairement aux infections profondes qui peuvent, dans certains cas, entraîner un risque vital. Les infections superficielles, c'est les infections… il y a 2 germes qu'il faut quand même bien connaître, c'est le Staphylococcus aureus et le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, qui sont responsables d'infections superficielles non folliculaires, que ce soit impétigo, ectyma et autres infections plus rares. Et puis, il y a les infections folliculaires qui sont essentiellement liées à Staphylococcus aureus. Donc, Staphylococcus aureus, c'est une petite bactérie qui a un tropisme pour le follicule pileux. Et donc, il va y avoir des infections superficielles, puis des infections plus profondes. En dehors de ces infections superficielles cutanées non folliculaires, il y a les infections profondes. Les infections profondes, c'est ce qu'on appelle les dermo-hypodermites. Ça veut bien dire, hein, dans la peau, il y a l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Donc, les dermo-hypodermites, c'est profond. Il y a des dermo-hypodermites non nécrosantes, qui sont 90% des infections profondes de la peau, et qui sont représentées par ce qu'on appelle l'érysipèle, qui est lié au streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Puis, il y a des dermo-hypodermites non nécrosantes liées à d'autres streptocoques, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Et puis, bien sûr, il y a les dermo-hypodermites nécrosantes qui font toute la complexité de la prise en charge de ces maladies, certes exceptionnelles et rares, mais qui, elles, peuvent entraîner le décès du patient. Dans un pourcentage non négligeable, hein, c'est pratiquement plus de 50% de mortalité de ces dermo-hypodermites bactériennes nécrosantes. Alors, ces manifestations que je vous ai citées sont généralement une conséquence directe de l'infection bactérienne. La bactérie est retrouvée dans les lésions cutanées, que ce soit au niveau d'un impétigo, que ce soit au niveau d'une furonculose, on va retrouver le germe. À côté de ça, certaines bactéries sont équipées de plasmides ou de phages qui codent pour une protéine qui peut avoir une activité générale, systémique, toxinique. C'est plus vraiment la bactérie elle-même qui est responsable de la lésion, mais c'est plus une réaction toxinique. C'est un syndrome toxinique. Alors, il y a pas mal de bactéries qui ont la capacité de déclencher des réactions toxiniques. En particulier, il y a une petite protéine qui peut être sécrétée par des staphylococcus aureus et donner ce qu'on appelle l'aïeul staphylococcique. Pourquoi? Parce qu'elle sécrète une protéine qui s'appelle l'exfoliatine, qui va entraîner une exfoliation, c'est-à-dire de la peau,
Hein, c'est souvent chez les nouveau-nés ou les enfants très jeunes qui vont avoir un érythème diffus, érythrodermie, très rapide, l'installation très rapide, la fièvre, et puis un décollement superficiel. Ça, c'est une réaction toxinique. La scarlatine. La scarlatine, on a le streptocoque bêta-hémolytique dans la gorge, et certaines souches de streptocoque qui sont dans la gorge sont capables de sécréter une toxine érythrogène qui rend rouge. Et donc, vous allez avoir l'angine qui, elle, est liée au streptocoque, mais la peau, c'est une réaction systémique. On ne trouve pas de streptocoque dans la peau. C'est la toxine elle-même qui est responsable de ce syndrome. Alors, ça peut donner la scarlatine, ça peut donner des syndromes de choc streptococcique. Il y a d'autres toxines. D'accord? Vous comprenez bien cette différence, hein? Oui? C'est quoi le mécanisme qui fait ça passe en systémique et après ça agit sur la peau? Qu'est-ce que ça fait exactement? Voilà, ça veut dire que cette toxine va être responsable probablement d'une cascade inflammatoire qui va produire des protéines pro-inflammatoires érythrogènes, tout simplement. Hein, c'est une action probablement sur le système lui-même. Hein, c'est un facteur de virulence, de la bactérie elle-même, avec une réaction en cascade inflammatoire, hein, comme on peut le voir dans d'autres infections virales aussi. Hein, bien sûr, ça peut se voir dans les infections virales. Dans les infections virales, on verra tout à l'heure, les rash, les exanthèmes ne sont pas toujours liés directement, hein, au virus lui-même. C'est une protéine virale qui peut avoir une action pro-inflammatoire qui entraîne une cascade inflammatoire qui déclenche la rougeur cutanée. Alors, on peut avoir du virus. On verra tout à l'heure qu'il y a certaines manifestations virales qui sont liées directement à un effet cytopathogène direct du virus. D'accord? OK? Voilà. Alors, ça, c'est une coupe schématisée de la peau. Vous savez que dans la peau, il y a l'épiderme. Alors, l'épiderme, il y a combien de couches dans l'épiderme? 4 couches. Hein. Globalement, 4 couches. Alors, il y a de la superficie à la couche la plus profonde. Il y a la couche qui est squame, c'est la cornée. En fait, on devrait commencer par la couche basale, où il y a les kératinocytes. Vous savez que le kératinocyte se multiplie à la jonction dermo-épidermique. Il y a à peu près combien de kératinocytes pour un mélanocyte? Une trentaine de kératinocytes. C'est le complexe, hein, kératino-mélanocytaire. D'accord? Donc, les kératinocytes vont avoir un processus de maturation. Vous vous souvenez, hein, ils ne se multiplient pas en fait. Ils montent, et en montant, il va y avoir un processus de desquamation parce qu'il y a une pycnose, hein, du noyau. Vous vous souvenez, dans la couche cornée, ben, ce n'est plus que des corps morts, c'est des kératinocytes morts. D'accord? Donc, quand il va y avoir une augmentation de la production de l'épiderme, comme dans le psoriasis, la couche cornée va augmenter parce qu'on produit beaucoup de squame. D'accord? Donc, couche basale. Après la couche basale, c'est quoi? Oui, hein, la couche épineuse. Ensuite, granuleuse. Et globalement, après, c'est la couche cornée. D'accord? Donc, là, vous avez, c'est très très schématique. Hein, vous avez ici donc l'épiderme. Ici, vous avez le derme. Alors, dans le derme, il y a combien de parties différentes, vous? Dans le derme, il y a 2 parties. Le derme papillaire, superficiel, et le derme réticulé, qui est plus profond. Alors, il y a des gens qui disent le derme réticulé est profond, il y a un derme moyen et le derme papillaire. On va dire 3 parties. D'accord? Et ensuite, on va dans l'hypoderme. Et dans l'hypoderme, il y a une seule partie avec, je dirais, les adipocytes d'un côté et les septums interlobulaires, hein, qui apportent les vaisseaux, les nerfs et autres, qui sont dans les parois, hein, dans les septums, qui séparent les lobules graisseux les uns des autres. Là, vous avez une coupe d'un poil, vous voyez le poil ici, d'accord? Avec le bulbe, ici c'est la glande sébacée, la glande sébacée qui sécrète avec des sébocytes qui
qui sécrètent le sébum, qui sont responsables de l'acné, d'accord? Et vous avez ici un petit muscle qui s'appelle le muscle arrecteur du poil, qui fait que quand j'ai des frissons, hein, ça provoque un redressement du poil. J'ai le poil hérissé. Hein, on voit bien ça chez les chats. Hein, tout de suite, ils hérissent leur poil. Ça, c'est un mécanisme que vous ne contrôlez pas. Que vous ne contrôlez pas. Hein, c'est le système parasympathique, hein, qui fait que tout ça, c'est en action sans que vous contrôliez les choses. C'est quand même particulier. Hein, d'accord? Donc, on va regarder un peu où est-ce que se situent les infections. Alors, votre voisine, décrivez-moi, donc ça, c'est une coupe de peau, coupe histologique de peau. Qu'est-ce que vous voyez sur cette coupe histologique de peau? Eh ben, je pense qu'on peut voir la jonction dermo-épidermique. Alors, où est-ce qu'elle est, là, cette jonction dermo-épidermique, pour vous? Elle est là? Non, ou elle est là? elle est là. Voilà, elle est là, effectivement. Ici, vous avez des cellules inflammatoires, vous avez des vaisseaux, d'accord? Souvenez bien que dans l'épiderme, il n'y a pas de vaisseau. Hein. Souvenez, hein? D'accord? Et ici, vous avez la couche basale, avec les kératinocytes, qu'on voit bien, des cellules qui sont, hein, bien cohésives les unes avec les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des systèmes de jonction qui s'appellent comment, votre voisin? Les desmosomes. On verra que certaines bactéries, la toxine par exemple, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'exfoliatine, elle prend comme cible la desmogléine 1, qui entraîne l'acantholyse. Quand les cellules sont en briques comme ça, elles sont bien jointives, comme un mur de briques. Puis imaginez que vous mettiez dans un mur de briques, vous mettez de l'eau, ça devient spongieux. Les kératinocytes sont libérés les uns des autres, ça fait l'acantholyse. Donc dans une staphylococcie de ce type-là, vous allez avoir, de la même façon, une acantholyse. C'est ce qui se passe dans l'impétigo aussi. Pourquoi? Parce que les bactéries sont capables de détruire ces systèmes de cohésion. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Là, donc, c'est la couche épineuse, ici, la granuleuse un peu en surface. Et puis, vous avez, c'est quoi ça, à votre avis? Oui. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a entre la couche cornée, vous voyez, avec une discrète parakératose, et la couche granuleuse? Il y a du vide. La nature, vous vous souvenez, a horreur du vide. En fait, il y a du vide parce que là, vous avez fait la biopsie, mais normalement, il y a quoi dedans? Du liquide. D'accord? Donc, ça veut dire que ça, c'est une image d'une bulle. La bulle, vous vous souvenez, c'est plus de 5 mm. Alors là, je ne sais pas mesurer là-dessus, mais hein, une bulle, une vésicule sous-cornée, vésicule ou bulle sous-cornée, et puis nage tranquillement à l'intérieur de cette bulle, de ce liquide, d'accord? Qu'est-ce qui nage? Des polynucléaires neutrophiles, qui sont indirectement liés à l'infection. La bactérie va attirer les polynucléaires pour se défendre. L'organisme synthétise, sécrète par des facteurs chimiotactiques des polynucléaires neutrophiles qui viennent pour lutter contre l'infection, au site de l'infection. Donc vous avez une vésicule aux bulles qui, vous comprenez, après quelques temps, va se nourrir de polynucléaires neutrophiles. C'est pour ça que ça va devenir pluriforme. Hein? C'est le fait, au début, la lésion élémentaire de cette maladie de peau infectieuse, c'est une vésiculobule. Et secondairement, avec l'afflux des polynucléaires, il va y avoir une pustule pluriforme. D'accord? Comment ça s'appelle ça, à votre avis? Ça se traduirait cliniquement par ça. Donc, votre voisine de derrière, qu'est-ce que vous décrivez là? Une bulle, à droite, alors, à gauche, ça a l'impression que c'est quand même une bulle. Ça fait plus de 5 mm. Vous êtes dans un pli, vous voyez, vous êtes dans un pli, peut-être un pli axillaire. Et ça c'est un signe. Parce qu'on sait que les germes, les bactéries, elles aiment bien l'humidité, la chaleur et les frottements. Donc, on sait que c'est des sites où il peut y avoir des infections. Donc, décrivez ce que vous voyez.
C'est un peu érythémateux. Alors, il y a une base érythémateuse, c'est un peu inflammatoire, je suis d'accord. Et du coup, c'est une bulle avec. Le liquide, il est comment à l'intérieur? Il est coloré. Oui, mais il est coloré sans être coloré. Si je perce, je verrai, voilà, il est citrin, on dit. Couleur citron. Il est transparent, en fait. Hein. D'accord, hein, il est transparent, mais il va la bulle, vous voyez que le toit, vous voyez comme c'est fripé. Pourquoi c'est fripé? Parce que le toit est fin. D'accord, cette bulle, elle est prête à éclater. Et qu'est-ce qu'elle va laisser quand elle va éclater? Elle va laisser une érosion. Lésion primaire, la bulle, lésion secondaire, l'érosion. Entre les deux, on peut avoir aussi le liquide qui sèche et qui va donner une croûte. Donc vous êtes passé d'une vésicule à une bulle, d'une bulle à une croûte et d'une croûte à une érosion. Parce que la croûte va tomber et puis vous avez une peau qui est érosive. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ça met à nu la partie un peu plus profonde de l'épiderme. D'accord? Il n'y a plus le toit. OK? Donc ça s'appelle un impétigo. Ça s'appelle un impétigo avec des bulles. Et alors, ce qui est intéressant, et ce qui est compliqué avec la dermatologie, c'est que des images, des lésions très différentes peuvent être de même nature. Tout simplement parce que vous êtes arrivé un peu en retard. Vous avez pris le bus en retard. Je prends le bus en avant, je vois la bulle. Je prends le bus en retard, je vois des croûtes. Je prends le bus encore plus en retard, je vois des croûtes qui sèchent. D'accord? Donc ça, des lésions topographiquement qui sont compatibles. Pourquoi? Parce que c'est aussi dans les zones de frottement, c'est aussi dans les zones de grand pli, mais c'est des érosions qui ont séché avec des croûtes, vous voyez. En fait, chacune correspond à des bulles qui ont séché, qui se sont rompues. C'est un impétigo, mais c'est un impétigo avec des lésions croûteuses. D'accord? Avec des croûtes qui sont planes, parce que ça correspond à des lésions post-bulleuses. La même chose ici. Là encore, vous avez vu, avec des lésions extensives. Pourquoi? Parce que c'est hautement contagieux. Et que les petits, qu'est-ce qu'ils font? Ils se grattent, ils portent sous leurs ongles le staph qui était là, ils s'en mettent de l'autre côté. Le staph du petit copain ou de la petite copine, je te serre les pinces, je te fais un petit bisou, putain, je te passe le streptocoque ou le staphylocoque. Et donc, ça va s'étendre. D'une infection localisée, je vais passer à une infection qui va être extensive, profuse. Mais je reste en superficie. Je reste en superficie, je ne vais pas en profondeur. D'accord? C'est pas mon truc, mon truc, c'est s'étendre. D'accord? Donc, c'est s'étendre, et généralement, j'ai des endroits, des topographies où je suis plus à l'aise pour un impétigo. C'est-à-dire, c'est les grands plis, et c'est surtout le staphylocoque, et c'est plutôt un impétigo bulleux, et la bulle, on la voit rarement. Donc, c'est surtout des grandes érosions et des grandes croûtes, des lésions croûteuses, chroniques, qui reviennent. Ça, c'est l'impétigo à staphylocoque. Et puis, on a des impétigos périorificiels. Parce que le petit, non seulement il se gratte, il avec, mais aussi, souvent, ils ont les mains, les joujoux, les petits camions, les petites poupées, tout ça. Ils sucent ça et puis ils s'en mettent partout autour des orifices. Périnasal, péribuccal. Et là, vous avez une croûte. Une lésion croûteuse, un peu en carte de géographie, vous voyez, un peu en carte de géographie, périorificielle, qui touche la commissure qui arrive, qui effleure, là il y a une petite vésicule qui effleure la commissure antérieure de la lèvre. Ça s'appelle comment ça? Une perlèche. Une perlèche, c'est une lésion de la commissure antérieure des lèvres. Ça peut être bilatéral, ça peut être asymétrique, ça peut être unilatéral, une perlèche. Donc, un impétigo peut être responsable d'une perlèche.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que perlèche ne signifie pas systématiquement staphylocoque ou streptocoque. On a d'autres causes de perlèche. L'herpès peut donner des perlèches. Le candida albicans peut donner des perlèches. Si les gens, vous leur donnez des antibiotiques, parce qu'ils ont une infection digestive, et puis ils font une candidose buccale, et la candidose buccale se traduit par une perlèche. D'accord. La syphilis peut donner des perlèches, unie ou bilatérale, une fausse perlèche, avec une perlèche fissuraire. Et puis il y a des causes non infectieuses de perlèche, des causes carentielles, les carences en vitamines, et certaines carences en fer, qui peut donner une kéylite, qui peut donner une perlèche aussi. D'accord? Mais chez l'enfant, le petit enfant, ça va être bien sûr la principale cause, c'est infectieux. Et dans l'infectieux, c'est essentiellement streptocoque et un peu moins staphylocoque. Des croûtes, voilà encore des croûtes extensives, vous voyez, avec une atteinte du menton, une atteinte de la crête nasale, une atteinte des joues. Pourquoi? Parce que là aussi, il y a une diffusion d'infection péri-orificielle au départ et puis avec des lésions à distance. Ici, dans cette forme-là, un traitement local ne suffira pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une extension des lésions. Il va falloir lui donner un traitement par voie orale, un antibiotique par voie orale. Dans ce cas-là, l'antibiotique local n'a pas d'intérêt. Vous allez voir, il y a des nouvelles recommandations qui ont été écrites, rédigées par notamment la Société française de dermatologie, mais aussi la Société de pathologie infectieuse, la Société française de pédiatrie. Donc maintenant, c'est bien codifié. D'accord? Voilà encore un impétigo avec, vous voyez, des lésions vésiculo-croûteuses au-dessus de la lèvre supérieure, la perlèche, toujours avec ce côté un peu géographique, avec des vésiculo-croûtes. Il y a les deux, il y a à la fois de l'érosion, de la papule, mais aussi des lésions croûteuses et des lésions vésiculo-croûteuses. OK? Donc, les points forts sur l'impétigo, c'est une pyodermite superficielle. Donc, vous avez bien vu sur la photo de l'histologie que la lésion élémentaire, c'est une vésicule ou une vésiculobule ou une bulle qui est sous-cornée, sous la couche cornée. D'accord? C'est intraépidermique, mais c'est très superficiel. Raison pour laquelle, le toit étant très très fin, ces vésiculobules se percent facilement. D'accord? Deux agents sont retrouvés responsables de l'impétigo. Globalement, c'est 80-90% des impétigos, c'est le Staphylococcus aureus, Staphylocoque doré. Et il y a des démonstrations claires qu'il y a des toxines, qui sont ce qu'on appelle des exfoliatines de la bactérie, qui sont responsables de cette acantholyse qui est vue avec les impétigos staphylococciques. C'est une pathologie qui est auto-inoculable, vous avez bien compris, c'est-à-dire que les enfants s'en mettent un peu partout, et non immunisante. C'est-à-dire qu'un enfant qui a fait de l'impétigo, il peut très très bien, la semaine d'après ou un an plus tard, refaire un impétigo. Il ne sera pas immunisé contre son impétigo. C'est souvent favorisé par des facteurs locaux, des plaies, des dermatoses préexistantes. Quand il y a une dermatose préexistante, on parle d'impétigénisation. Par exemple, une des dermatoses qui surinfecte le plus la staphylocoque, par exemple, c'est la dermatite atopique. La dermatite atopique, il y a une dermatose de base, un eczéma. Cet eczéma peut très bien, du fait d'un déficit immunitaire local, probablement déficit en peptides antibactériens, qui est retrouvé chez les gens qui ont une dermatite atopique, il y a une colonisation par le staphylocoque et il peut y avoir colonisation sur infection. On parle d'impétigénisation. Un impétigo, c'est primitif. Il n'y a pas de dermatose de départ. D'accord? Une gale peut s'impétigéniser. Pourquoi? Parce que quand il y a des lésions de grattage, c'est autant de raisons pour que le staphylocoque, surtout le staphylocoque qui est présent à la surface de la peau, voit cette petite brèche comme une opportunité pour entrer dans l'organisme. Donc il va coloniser cette zone-là et entraîner une impétigénisation. D'accord? On ne fait pas de prélèvement bactériologique. La plupart du temps, c'est inutile.
On le fait quand on a un doute diagnostique ou si on a une suspicion que peut-être le germe est, par exemple, un staphylocoque aureus résistant à la pénicilline. Vous savez qu'il y a certaines bactéries comme le staphylocoque qui peuvent résister à la pénicilline et on estime qu'en France, ce n'est pas un vrai problème de santé publique. Ça l'est plus, par exemple, aux États-Unis, où il y a une diffusion de ces SAM qui sont résistantes à la pénicilline. Mais en dermato-infectieuse pédiatrique en France, ce n'est pas vraiment un problème. Donc, généralement, pas besoin de faire de prélèvement bactériologique, sauf s'il y a un doute diagnostique et que vous pensez que ça peut être autre chose. L'impétigo bulleux, c'est plus vraiment le nouveau-né, c'est plus le nourrisson, le petit nourrisson. Et donc, c'est essentiellement le staphylocoque aureus et ça donne des lésions, surtout dans les zones de frottement et dans les grands plis, alors que plutôt l'impétigo streptococcique, c'est plus périorificiel, c'est plus le visage. Alors, les formes graves d'impétigo, il y a des impétigos qui sont plus profonds, qui sont plus chroniques, qui sont à surface nécrotique, parce qu'il y a une vraie souffrance tissulaire. On appelle ça l'ectyma. L'ectyma, en fait, c'est une forme creusante et nécrotique de l'impétigo. Ça se voit sur des terrains défavorisés, chez des patients, par exemple SDF, qui ont des lésions chroniques des membres inférieurs et qui vont avoir des lésions creusantes en regard éventuellement de lésions de grattage, puis il y a une surinfection derrière. Les impétigos avec une surface cutanée supérieure à 2% de la surface cutanée totale. Vous savez comment on calcule la surface cutanée totale? Allez-y, voilà, avec la paume de main. Une paume de main, 1%. D'accord? Alors, il y a la règle des 9 après, c'est 9% pour chaque membre supérieur, 18% pour chaque membre inférieur, 18% pour la face antérieure du tronc, 18% pour la face postérieure du tronc, 9% pour le chef, et à peu près 1% pour le cou. Un impétigo avec plus de 6 lésions, alors ça c'est HAS, ça c'est reconnu comme les formes graves d'impétigo selon la dernière conférence, enfin les dernières recommandations publiées en 2019 par la HAS. Et enfin, s'il y a une extension rapide des lésions, on est devant une forme grave d'impétigo. D'accord? Oui? Ça nécessite surtout un traitement systémique. On va voir que c'est comme ça qu'on va différencier les deux. Clairement, je ne vais pas hospitaliser tous les ectymas. Après, je vais l'hospitaliser si je vois qu'il n'y aura pas de prise en charge bien faite, parce que compte tenu du contexte social, il ne va pas se traiter. Oui, je l'hospitalise. Si je vois qu'il y a des manifestations, je dirais, générales associées, mais c'est exceptionnel. Ça reste une infection cutanée. D'accord? Donc, c'est surtout, c'est grave, donc ça fait, je recourrai au traitement systémique, au traitement par voie orale. Ben voilà, vous voyez, c'est là que ça apparaît. Donc, les traitements d'impétigo dans les formes localisées, soins de toilette 2 fois par jour, nettoyage au savon et à l'eau. Vous voyez, on n'est pas très antiseptique. D'autant plus chez les jeunes, on n'aime pas, chez les petits, on n'aime pas les antiseptiques. C'est sensibilisant, c'est irritant, donc ça ne sert à rien. Après, il s'eczématise, on ne sait plus si c'est la dermatose initiale avec l'impétigo ou si c'est un eczéma secondaire. Donc, le plus simple, savon de Marseille, de l'eau, vous rincez bien, et ça, c'est impeccable. Et bien sûr, un traitement topique antibiotique qui peut être mupirocine locale, c'est ce qui a été recommandé, c'est 2 à 3 fois par jour pendant 5 jours. Les formes graves, donc c'est les 4 qu'on a, selon les 4 critères qui ont été définis sur la diapositive d'avant. Les formes graves, c'est une antibiothérapie orale pendant 7 jours. Cette antibiothérapie orale chez l'adulte repose soit sur une céphalosporine, soit sur la pristinamycine, et chez l'enfant, soit sur l'augmentin, c'est-à-dire l'amoxicilline associée à l'acide clavulanique, ou également une céphalosporine. Oui.
D'abord, il y a des antibiotiques qui n'existent pas en forme pédiatrique. D'accord? Et ça, c'est une question que vous pouvez poser aux gens de l'équerre qui font beaucoup de dermatopédiatrique. Hein, mais a priori, c'est essentiellement pour ça. Et quelquefois, une mauvaise diffusion, un problème de pharmacocinétique, un problème aussi de galénique. Hein, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. D'accord? Vous voyez qu'on ne met plus d'antibiotiques topiques. On ne met plus d'antibiotiques topiques. Et par contre, c'est important de faire tomber les croûtes. Dès qu'il y a des croûtes sur la peau, il faut les faire tomber. Pourquoi? Parce que les croûtes tirent sur la peau d'à côté et ça favorise le grattage. Et si vous vous grattez, ça favorise la diffusion de l'infection. Et puis ça laisse des cicatrices. Donc on fait tomber les croûtes avec de la vaseline, vaseline simple. Et vous voyez qu'en fait, oui. On fait tomber, mais on n'arrache pas. Ah non, on n'arrache pas. Nous, on n'arrache pas. On ramollit. Et avec l'application, en 24 heures, généralement, vous faites tomber les croûtes. Pas de traumatisme. Non, on ramollit les croûtes et elles tombent toutes seules. Pas de nécessité de prendre en compte le SARM, vous avez vu. Et éviction de collectivité si les lésions non protégeables par pansement. C'est 3 jours à peu près. En 3 jours, normalement, on pense qu'on a, je dirais, éliminé tous les streptocoques ou staphylocoques qui pourraient être transmis aux petits copains, aux petites copines. Oui? Pourquoi est-ce que l'augmentin pas juste de la pénicilline si on a dit que c'était... A priori, parce qu'on joue aussi sur le staphylocoque. Donc, a priori, il y a une meilleure diffusion et une meilleure activité sur le staph. D'accord? Voilà. Alors, les syndromes toxiniques. On va commencer par une maladie bien connue, qui est la scarlatine. La scarlatine, vous savez que c'est une infection qui est liée à un streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, qui héberge donc des toxines dites érythrogènes de A à C, et on fait l'infection, on fait l'angine. C'est plutôt des enfants de 2 à 10 ans. Et alors qu'on n'en voyait plus du tout, on a commencé à en revoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants qui n'étaient pas traités pour leur angine par les antibiotiques. Et c'est vrai qu'effectivement, on avait tendance à dire que la plupart des angines étaient probablement d'origine virale. Et donc, voilà, on ne traitait pas. Et on a commencé à revoir des scarlatines il y a quelques années. Une fois que l'infection provoque l'angine, si on ne traite pas, il va y avoir ce qu'on appelle un énanthème. Un énanthème, c'est un érythème muqueux qui là touche la langue avec une langue qui est généralement framboisée. C'est-à-dire qu'elle est à la fois lisse et rouge et elle présente une espèce des hypertrophies des papilles linguales qui va entraîner un aspect un petit peu de framboise. C'est pour ça qu'on dit une langue framboisée. L'exanthème, il prédomine dans les grands plis. Il prédomine dans les grands plis, c'est-à-dire au niveau du siège, au niveau axillaire, et il va diffuser des grands plis vers les extrémités. On dit que la peau, dans la scarlatine, est chagrinée. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que la peau est rétrécie, enserrée par l'érythème. La peau de chagrin, vous savez, la peau de chagrin qui se réduit tous les jours. C'est pour ça qu'on a l'impression que la peau est serrée par l'érythème. Et puis, ça va diffuser au niveau acral, ça va atteindre les extrémités. Acral, c'est les extrémités. C'est les mains, les pieds essentiellement, d'accord? Ça peut être également l'extrémité céphalique. Mais ça va entraîner un érythème au niveau des mains. Et cet érythème, il va y avoir une souffrance épidermique. Cette souffrance épidermique, ça va entraîner un décollement de l'épiderme avec une desquamation. Ça desquame en doigt de gant. C'est-à-dire comme on dit en doigt de gant parce que si vous avez des gants, quand vous retirez vos gants, on a l'impression que la peau, la superficie de la peau part avec le gant retiré. D'accord? Donc ça c'est la scarlatine. D'accord? Donc vous pouvez là encore voir des érythèmes du siège comme ça. Et vous voyez déjà qu'il y a une desquamation très très importante parce que la toxine entraîne une souffrance épidermique
et vous avez un érythème en caleçon, avec un érythème qui touche le pubis, la racine des cuisses, les organes génitaux externes, avec une desquamation relativement importante. Vous pouvez avoir des lésions, un énanthème, donc vous voyez, ce côté un petit peu, vous voyez, la langue framboisée, vous avez un érythème, une langue qui est un peu démaciée, et puis vous voyez, il y a comme un piqueté, parce que chacune des papilles ressort, comme s'il y avait une petite inflammation au niveau des papilles. Ça donne ce côté framboisé. OK? Alors, on a l'impression d'avoir une cuisson plutôt qu'autre chose, c'est pas très douloureux, hein, c'est généralement, et ça passe vite. Donc l'exanthème qui atteint les membres n'est pas forcément spécifique. Vous avez un exanthème là qui est absolument banal, hein, parfois c'est moins évident que. Et puis ça va diffuser au niveau acral. Vous voyez qu'au niveau acral, vous allez avoir un érythème au niveau des dos des mains, un érythème qui va diffuser au niveau du dos des mains, et au bout d'un certain temps, vous allez avoir cet érythème qui va desquamer. Avec cette desquamation, vous voyez, hein, la peau est retirée. Vous avez tout ce qui est un petit peu jaune, c'est de l'épiderme qui est nécrosé, très superficiel. Hein, et vous avez de la peau neuve juste en dessous. Et c'est pas, il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas d'ulcération. Hein, c'est juste la partie la plus superficielle. Hein, c'est la couche cornéenne qui desquame comme ça, avec une desquamation en doigt de gant. D'accord? Et ça dure environ 7 à 10 jours. Oui, je ne peux pas interrompre trop parce que c'est un cours qui est très très long. Donc, soit vous gardez vos questions éventuellement parce qu'il y a d'autres personnes qui sont de l'autre côté. Et puis, entre chacun, c'est-à-dire entre les bactéries, les virus, on pourra faire un petit point à la fin. Vous gardez vos questions puis on les posera. Sinon, ça interrompt trop fréquemment le cours. Alors, le staphylocoque. Le staphylocoque, il aime bien la peau aussi. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il pouvait donner l'impétigo. Il y a une caractéristique par rapport au streptocoque, c'est qu'il aime bien le follicule pileux. Il aime bien la partie superficielle du follicule pileux et il donne des infections de grande banalité au niveau fréquemment des zones de frottement, au niveau des zones d'appui. Il donne ce qu'on appelle une folliculite. Une folliculite, c'est une infection, une pustule, où on retrouve du staphylocoque qui est centré par le poil, et c'est l'ostium. C'est l'ostium, c'est-à-dire c'est la partie la plus superficielle des poils qui est siège d'une inflammation. Et vous voyez ici, vous allez avoir la pustule qui est centrée par le poil avec un petit halo érythémateux parce qu'il y a une petite inflammation. C'est très très courant, notamment au niveau des cuisses, des faces antérieures des cuisses, hein, et au niveau des fesses. Okay, ça, c'est la folliculite superficielle. Ça peut être profus. On peut avoir des folliculites beaucoup plus profuses. Par exemple, chez ce patient qui a des lésions qui sont papuleuses, c'est difficile de voir si elles sont centrées toutes par un poil ou pas, hein, mais vous avez une éruption qui est folliculaire, avec des lésions qui sont papuleuses ou papulopustuleuses. Quelquefois, on ne voit pas la pustule toujours. Il y a une inflammation, mais pas forcément toujours la pustule. C'est une folliculite superficielle. Il y a 2 agents qui donnent ça. Il y a le Staphylococcus aureus, et puis il y a un autre agent qui peut donner ça, notamment chez les sujets immunodéprimés, qui n'est pas une bactérie. Vous savez, qu'est-ce que c'est que cet agent? C'est des trichophytos. Certains trichophytos, certaines mycoses superficielles peuvent donner des folliculites à trichophytos. Hein, c'est un des diagnostics différentiels des folliculites superficielles à staphylocoque. Quand l'infection va plus profondément dans le poil, il va y avoir une infection du bulbe. Vous avez vu que le poil vient pratiquement à la partie superficielle de l'hypoderme, il vient se planter véritablement dans la partie la plus profonde de la peau. Quand il va y avoir une infection à ce niveau-là, ça va donner un furoncle. Donc, folliculite superficielle, une pustule superficielle sans, il n'y a pas d'induration, il n'y a rien. Là, vous allez avoir une infection de la base du poil qui va entraîner un afflux de polynucléaire autour du poil. D'accord?
cet afflux polynucléaire, bah, il va créer un afflux de cellules. Donc, comme c'est très très profond, bah, ça va faire un nodule. Donc, vous avez un nodule qui est centré par le poil, mais le poil, il souffre. Il souffre tellement qu'il se nécrose. Et en se nécrosant, il va laisser un bourbillon central. Qu'on appelle le bourbillon, ça correspond à du poil nécrotique, qui a souffert, qui est tombé, qui est mort. Et si par contre, je palpe autour, si je palpe autour ici, c'est induré, c'est infiltré, c'est douloureux, c'est chaud. Alors que tout à l'heure, vous avez vu, c'était juste une pustule posée sur la peau avec un petit halo érythémateux. Là, c'est chaud, c'est inflammatoire et la peau autour du bourbillon est dure. D'accord? C'est un nodule. Là aussi, comme pour la follicule superficielle, ça prédomine dans les zones de frottement. Ça prédomine à la partie postérieure du corps. C'est-à-dire ça va être les épaules, ça va être les fesses, ça va être éventuellement les zones de frottement antérieures aussi. D'accord? Vous avez le bourbillon, vous voyez bien, et vous voyez cet aspect un petit peu, alors, c'est à la fois puriforme, fibrineux et un peu nécrotique. Pourquoi? Parce qu'il y a du poil mort dans ce bourbillon. D'accord? Et vous avez plusieurs lésions. Alors vous avez ici, vous voyez, vous avez ce grand placard érythémateux, nodulaire, infiltré, avec une petite lésion centrale. Puis vous en avez une autre ici au niveau du bas du dos. Là aussi, ça frotte. Et c'est ça qui vient irriter probablement le follicule. Donc une topographie préférentiellement aux épaules, au dos, aux fesses, aussi aux cuisses par les zones de frottement et au niveau du cou. Certains staphylocoques peuvent faire encore plus de dégâts. Voilà un patient qu'on suivait, qui était suivi dans le service depuis de nombreuses années pour une autre pathologie. Et puis, on est appelé aux urgences parce qu'il est fébrile et même très fébrile, et il a des troubles tensionnels qui font qu'il passe en réanimation avec un choc septique, en tout cas un sepsis sévère, pardon, qui entraîne qu'il passe en réa, et on nous appelle pour voir son dos. Vous voyez, son dos, on ne voit plus grand-chose. On voit, en fait, si on compare, c'est à peu près ça, mais en pire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez le cratère qui est là, ça correspond à la nécrose qui s'est étendue au niveau du poil, qui a entraîné une nécrose du tissu autour. Et puis, vous avez ce placard cyanotique, vous voyez, induré, avec même des images en pomme d'arrosoir. En fait, il avait un staphylocoque qui a provoqué une infection profonde du poil, qui a entraîné une lésion cellulite nécrosante liée à une toxine. Il y a le staph qui fait le boulot et puis il y a une toxine qui en rajoute dessus. Et ces staphylocoques responsables de furoncles extensifs, de nécrose cutanée ou d'abcès cutané sont porteurs d'une toxine qui s'appelle la toxine de pentonvalentine. Donc il y a le staph qui déjà fait du boulot, et puis ces staphs sont équipés d'une toxine qui va en rajouter pour faire. Donc souvent, quand vous nous voyez demander devant une infection, un abcès ou, je dirais, des lésions de furonculose récidive, on va rechercher si le staphylocoque hébergé si la toxine hébergée est une toxine de pentonvalentine. En plus, lui, il avait non seulement la toxine, et en plus, il avait un staphylocoque qui était résistant à la méticilline. Communautaire. Il avait attrapé son staphylocoque en vie, pas à l'hôpital, en communauté, enfin, voilà, sans avoir été hospitalisé. Et en plus, il avait un staphylocoque qui était responsable de la sécrétion de cette toxine. Alors il faut faire un parage. Donc on lui avait fait un parage
les plasticiens ont fait un parage jusqu'à l'hypoderme, jusqu'au fascia, hein, avec une cicatrisation et il a eu un recouvrement après avec des greffes cutanées qui ont été faites par-dessus. Donc ça, vous pouvez imaginer qu'il faut un traitement à la fois médical, réanimatoire, hein, bien sûr le prendre en charge, lutter contre le choc septique, lutter contre le sepsis sévère, mettre les antibiotiques, mais également, bien entendu, il faut assurer un parage total de ce tissu nécrotique, parce que sinon, ça peut provoquer le décès du patient. D'accord ? Alors, les furonculoses, c'est quoi une furonculose ? C'est la répétition, finalement, d'épisodes de furoncle sur plusieurs mois. Il y a des facteurs favorisants, comme toutes ces infections, l'obésité, le frottement, l'hypersudation, un défaut d'hygiène. Et il faut insister dessus, c'est que chez quelqu'un qui fait des furoncles à répétition, il y a une chose qu'il faut faire, c'est rechercher et traiter les gîtes microbiens. Parce que ces gens hébergent du staphylocoque, le plus souvent, dans des zones moins accessibles aux antibiotiques, qui vont nécessiter un traitement spécifique antibiotique. Topique. Ce sont les orifices narinaires, les plis rétro-auriculaires, le pli interfessier, le périnée, c'est-à-dire la zone entre l'anus et les organes génitaux externes, et aussi les cicatrices d'anciens furoncles. Ce sont des sites privilégiés pour la colonisation du staphylocoque. Donc souvent, on fait une carte bactérienne, on va rechercher ces petites bactéries, le staphylocoque dans ces zones-là, et on va traiter, parce que si on ne traite pas, il peut y avoir à nouveau un réensemencement une fois qu'on a traité l'infection active. Donc c'est très important pour prévenir les récidives. Donc ça, on ne va pas insister trop. Alors, il y a des formes cliniques un peu particulières, notamment au niveau de la nuque, par le frottement entraîné par le col de la chemise, il peut y avoir une irritation des follicules qui sont au niveau de la nuque, et il peut y avoir plusieurs furoncles au même endroit. C'est un agglomérat de furoncles. Ça s'appelle un anthrax. Et là, vous voyez, vous avez une masse, un placard érythémateux, lisse, inflammatoire, succulent, on dit. Et vous avez plusieurs bourbillons, plusieurs petites lésions, vous voyez, très ponctuelles de 2-3 mm, qui correspondent chacune à un orifice du poil qui est nécrotique. Et c'est infiltré. Et souvent, il y a des manifestations systémiques. Il peut y avoir de la fièvre. Il peut y avoir également une diffusion de l'infection par voie lymphatique, avec des adénopathies satellites de l'infection du placard. D'accord ? Donc, c'est différent des abcès provoqués par la toxine de pentonvalentine. Là, c'est rarement nécrotique, mais c'est souvent, en fait, plus diffus, plus profond. D'accord ? Ça s'appelle l'anthrax. Alors, on peut avoir également des infections au niveau d'un poil particulier, qui est le poil de la barbe. Une infection staphylococcique du poil de la barbe peut donner des nodules, des pustules. Puis vous voyez que les pustules peuvent éventuellement s'ouvrir et donner un aspect un peu jaunâtre, un peu comme ça au poil. Ça s'appelle un psychosis. Psychosis, c'est une infection profonde des poils de la barbe qui va donner des papules et des nodules, puis des pustules au niveau de la barbe. C'est le staphylocoque. On peut en voir également, là aussi, comme tout à l'heure, on pouvait avoir des folliculites à trichophyton, on peut voir aussi des psychosis à trichophyton. Donc, pensez éventuellement, si ça ne répond pas à une antibiothérapie antistaphylococcique, de donner un traitement antifongique, ou en tout cas de faire un prélèvement sur milieu de saboureau pour isoler le trichophyton responsable de psychosis. Un ectyma. Donc je vous ai dit, l'ectyma, c'est globalement surtout le streptocoque.
Et puis, vous avez des ecthymas qui peuvent survenir chez les patients qui sont sous chimiothérapie, qui sont agranulocytaires. Vous savez que les traitements par chimiothérapie vont entraîner des cytopénies. D'accord? Et en particulier des baisses de globules blancs, et en particulier des baisses de polynucléaires neutrophiles. Ben, il y a une infection cutanée à pyocyanique, à Pseudomonas aeruginosa, qui donne des lésions, vous voyez, comme ça, rondes, très rondes, et surtout noires, nécrotiques. Il y a une nécrose, et là, c'est une nécrose du derme, de l'épiderme qui va jusqu'au derme. D'accord? Si vous prélevez, vous mettez en évidence du Pseudomonas aeruginosa. Ça s'appelle un ecthyma gangréneux ou ecthyma gangrenosum. D'accord? C'est une forme un peu particulière d'ecthyma, hein, nécrotique, associée à la leuconeutropénie essentiellement et associée au Pseudomonas aeruginosa. Alors on va dans un degré un peu supérieur. On a parlé tout à l'heure des infections superficielles, des infections folliculaires ou non folliculaires, et on a dit qu'il y avait aussi des infections profondes. Voilà un jeune homme qui vient en consultation, enfin qui vient aux urgences, hein, qui avait été vu au SAU de Cochin avec 42 fièvres. Et puis il expliquait qu'il avait manipulé des lésions au niveau de l'aile du nez, puis également au niveau du pli nasogénien à droite. Et il a une altération d'état général modérée, mais bon voilà, il a de la fièvre, il a des frissons. Et oui, il a un œdème. Il a un œdème qui prédomine quand même à droite, de l'hémiface droite, de la partie inférieure, hein, de l'œil, avec un œdème palpébral. Il a un œdème également de la pommette. Il a un œdème également qui prend le nez. Et puis il a un œdème également au niveau de la glabelle. Visiblement à gauche, il n'a pas d'atteinte ophtalmique. Il a 40. Et quand vous palpez, notamment au niveau du pli nasogénien, vous avez une induration, c'est dur, comme s'il y avait un cordon. Qu'est-ce que vous faites comme diagnostic? Alors, ça peut être un érysipèle. Voilà. Alors, les deux sont possibles, hein. C'est toujours très très difficile, évidemment, de faire la différence entre l'un ou l'autre. Le cordon, ça fait la phangite. La phangite, ça fait plus staphylocoque. Dans l'érysipèle, il n'y a pas de la phangite. Il n'y aura pas le cordon. La localisation est assez évocatrice parce que c'est souvent de la manipulation de petites lésions, de boutons d'acné ou de kystes dans cette zone entre le canthus interne, entre le bourrelet narinaire et puis la partie médiane de la pommette. Hein, c'est cette espèce de triangle, je dirais, fatal. Quand vous manipulez, et généralement, ça fait suite 24 heures après la manipulation, clac, c'est le coup de tonnerre dans un ciel serein. Alors, c'était une staphylococci-maligne de la face, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on redoute dans cette staphylococci-maligne de la face? Exactement. Hein, donc il faut faire un scanner, un angioscanne, pour rechercher s'il n'y a pas éventuellement une thrombose, parce que le staphylocoque, il aime les lymphatiques, mais il aime aussi les veines. Et il donne des thrombophlébite. D'accord? Il peut donner des thrombophlébite cérébrales, il peut donner des thrombophlébite au niveau du sinus caverneux, qui peut entraîner éventuellement des paralysies faciales. D'accord? Vous gardez vos questions et on en parlera après. OK? Donc lui, il avait quand même eu un scanner, il n'avait pas de thrombose, profonde. Et l'évolution a été, voilà, ça c'est au bout de 48 heures d'antibiothérapie anti-staph. Et là, vous voyez, c'est au bout de 7 jours d'antibiothérapie anti-staph. À gauche, c'est initial et à droite, c'est après l'antibiothérapie. Vous voyez qu'il n'y a plus d'œdème, il n'y a plus ce côté luisant, hein, ce côté inflammatoire de la peau, et il n'y a plus de lésions épidermiques. Alors, on est passé dans les infections plus profondes, et
quand on parle d'infection profonde dans la peau, on parle des dermo-hypodermiques. Comme vous le voyez ici, hein, ce sont des infections qui touchent à la fois la totalité du derme et qui vont toucher l'hypoderme. Donc là, on va avoir des tableaux très, très différents. C'est ce qu'on appelle la dermohypodermie non nécrosante, bactérienne, qui est liée principalement au streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, mais pas que, on verra tout à l'heure. Et ça donne, c'est un peu comme la pneumopathie à pneumocoque pour le poumon, c'est un peu comme, je dirais, c'est le coup de tonnerre dans un ciel a priori serein. C'est des gens, le tableau typique, c'est femmes 50, 60, 70, brutalement dans la nuit, douleur du membre et fièvre, et frisson. Et à l'examen clinique, rougeur. C'est une grosse jambe rouge, aiguë et fébrile. Et ça donne cet aspect-là, où vous avez une rougeur un peu purpurisée. Alors, quand c'est au membre inférieur, on dit que c'est purpurisé. Pourquoi? Parce que souvent, l'érythème, qui va entraîner une vasodilatation, une congestion, il va y avoir une petite extravasation, ça va donner un petit peu un côté un peu purpurisé. Donc, c'est un peu sombre, cet érythème. Il peut être circonférentiel ou il peut être encore en plaque. Il peut faire le tour du mollet. Et vous voyez qu'il ne s'arrête pas au mollet. Il touche la partie médiane du mollet, il descend, il n'y a pas d'atteinte visiblement au niveau de la cheville. Par contre, il diffuse à la face antérieure, le dos du pied et les orteils. Ça, une phlébite, ça ne donne pas ça. Phlébite, ça peut donner un peu de rougeur du mollet, et ça ne va pas diffuser dans les gros orteils. D'accord? Tout de suite, vous vous dites, tiens, c'est un érythème qui diffuse. On voit, ça s'efface avec le temps, même sur les diapositives, mais normalement, vous devez marquer la limite de l'érysipèle. Pourquoi? Parce que ça vous permet, c'est un examen qui vous permettra de dire « Ah, mon antibiotique est actif ou pas ». Si j'ai une extension de la rougeur, ça veut dire que je ne suis pas encore actif. Quand vous voyez un malade comme ça, votre rôle aux urgences, ça va être avec un gros feutre, vous allez faire les limites de l'érythème. Pourquoi? Parce que le lendemain, quand vous donnerez votre patient à votre collègue qui viendra après vous, il vous dira dis donc, ça s'est un peu étendu. Au contraire, ah bah, tu vois, c'est plutôt pas mal parce que ça a diminué. Alors ça va vite, quelquefois ça va un peu moins vite que ça peut rester, ça peut s'étendre pendant les premiers jours, même avec le traitement. Deux messages importants. Il peut y avoir une diffusion de l'infection par voie lymphatique. Ça peut donner une adénite, c'est-à-dire un ganglion au niveau de l'aine, parce que je suis au niveau de la jambe, et l'infection a diffusé par voie lymphatique, je vais avoir un gros ganglion au niveau de l'aine. D'accord? Ce n'est pas vraiment une complication. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est mon réflexe, c'est rechercher la porte d'entrée. Parce qu'il faudra non seulement la rechercher, et le plus souvent, puisque l'érysipèle, c'est 80%, 90% au niveau des membres inférieurs, le plus souvent, c'est un intertrigo interorteil. C'est le pied d'athlète. 4e ou 5e espace, il y a une infection chronique qui va entraîner une macération, qui va entraîner des petites fissures, et le streptocoque qui passe par là, il y a un peu d'œdème. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite insuffisance veineuse, il y a une petite insuffisance lymphatique, le drainage se fait moins bien, le streptocoque voit ça, il rentre et il donne l'érysipèle. Donc l'important, c'est, j'ai la grosse jambe rouge, je cherche les complications et je cherche surtout la porte d'entrée et je la traite. D'accord? Ça, c'est vraiment essentiel. Vous voyez que ça peut être, ça c'était une patiente qui était revenue d'Afrique et elle avait déclenché de la fièvre à son retour dans l'avion. Elle était descendue en Suisse pour être prise en charge. Elle n'avait pas prise en charge en Suisse, elle est arrivée à Orly, puis après elle est arrivée à Tarnier, donc à Cochin, avec cette grosse jambe rouge. D'accord? Vous voyez, c'est une grosse jambe rouge. Et qu'est-ce qu'il y a dessus? Qu'est-ce que vous voyez dessus, vous? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du rouge et puis il y a quoi d'autre? Oui. C'est quoi ça?
C'est une grosse bulle. Hein, ça fait plus de 5 mm, ça. Il y a quelquefois une inflammation telle sous l'épiderme qu'il y a une congestion sous l'épiderme qui va soulever la totalité de l'épiderme. Il va y avoir une diffusion. Hein, c'est essentiellement citrin, là aussi. Si je perce, le liquide, il est transparent. Alors, il peut être séro-hématique, parce qu'il y a une dilacération, parce qu'il y a quand même une inflammation dans le derme. Il peut y avoir des vaisseaux qui sont abîmés, ce qui entraîne le côté purpurique. Donc, un érysipèle, ça peut être bulleux, et ça peut être purpurique. Purpura par dilacération des vaisseaux, puis aussi peut-être une inflammation autour des vaisseaux, une petite vascularite. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est ça. Alors, les facteurs de risque des résipèles, là, je vous reprécise ce qui avait été montré dans l'AHAS en 2019. Les antécédents personnels de hypodermite bactérienne non nécrosante, qui a fait en refra. La porte d'entrée cutanée, qui ne traite pas en refra. Donc, si on ne cherche pas, on ne traite pas la porte d'entrée, ben, vous gardez la possibilité d'avoir un nouvel érysipèle. La surcharge pondérale avec l'IALC supérieur à 30 et les facteurs locaux-régionaux, ce que je vous disais tout à l'heure, l'insuffisance veineuse qui fera qu'on va avoir un grand poteau parce qu'on a une insuffisance du retour veineux, ou l'insuffisance lymphatique parce qu'on a un blocage lymphatique. Et donc, le gros membre est un facteur favorisant les épisodes d'érysipèle. D'où la prévention des récidives va être rechercher et traiter les portes d'entrée. Lutter contre la stase, ça veut dire qu'il faut faire un effort sur la contention. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait un érysipèle a toujours un certain degré d'insuffisance véno-lymphatique. Donc, il faut favoriser la contention pour diminuer le risque d'aggraver l'œdème chronique. Et une autre chose importante, c'est que l'érysipèle, il faut le mobiliser précocement pour diminuer le risque de récidive. Quelqu'un qui a un érysipèle et qui reste au lit, il faut lui dire de bouger la jambe. Il faut lui dire de se lever. Contrairement à une phlébite, vous n'allez pas leur dire de se lever tout de suite. Sinon, il y a le thrombus qui remonte et vous faites l'embolie pulmonaire. Là, non. Au contraire, ça diminue l'ankylose, ça diminue le risque d'œdème lésionnel, d'œdème cicatriciel, et il faut leur demander de se mobiliser précocement. D'accord? Donc, c'est une dermohypodermite bactérienne non nécrosante due au streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Beaucoup plus rarement, B, C ou G peuvent donner aussi des dermohypodermites non nécrosantes. C'est la première cause de grosses jambes rouges aiguës et fébriles. L'âge moyen de survenue, c'est 60 ans. L'atteinte du membre inférieur est favorisée par l'insuffisance veineuse, l'insuffisance lymphatique et bien sûr rechercher la porte d'entrée. La porte d'entrée, ça peut être l'intertrigo-interortèle, mais ça peut être aussi un ulcère de jambe. Ça peut être une piqûre d'insecte que vous vous êtes gratté, et puis voilà, d'accord? Ça peut être une dermatose, un eczéma moche, une maladie de Kaposi, ulcérée. Le streptocoque voit la brèche, il rentre par cette brèche et il va donner les résipèles. Le début, il est brutal. Donc, je vous dis, rappelez-vous, c'est la pneumopathie à pneumocoque de la peau. C'est un début brutal, dans la nuit le plus souvent, le frisson solennel, la rougeur le plus souvent et un œdème circonscrit. Il y a des douleurs à la palpation. Oui, c'est normal, la rougeur, un érysipèle, ça fait mal. On verra tout à l'heure qu'un érysipèle qui fait très mal, ou un érysipèle qui fait mal spontanément, ou un érysipèle qui fait mal, mais pas que sur le rouge, aussi sur la peau avoisinante, il faut se méfier, pas passer à côté d'une dermohypodermite nécrosante. On verra, ces facteurs-là sont importants. Il peut y avoir, vous avez vu, des bulles, tout à fait. Bien sûr, il peut y avoir des bulles. Et des lésions purpuriques aussi, sans signification de gravité. Ce n'est pas plus grave parce qu'il y a du purpura. D'accord?
Voilà, encore là, vous avez l'lymphodème chronique. Vous voyez que cette personne, elle a deux grosses jambes avec l'absence de cheville qui signe bien le lymphodème d'origine lymphatique chronique. Et sur une des jambes, elle fait une jambe rose. Alors, il y a un aspect un peu craquelé, vous voyez. Probablement qu'elle a un eczéma. Et que l'eczéma a peut-être favorisé le fait que la peau soit un peu craquelée. Ça veut dire qu'il y a des brèches à la surface et que le streptocoque a pu rentrer par là. Et puis, il y a un aspect un tout petit peu, vous voyez, un petit peu lividoïde quand même, avec un aspect un peu réticulé. D'accord? Donc ça, c'est qu'il y a une souffrance quand même vasculaire au cours de cette érysipèle. Et puis, là aussi, vous avez donc un aspect œdémacié. Vous voyez, il y a de l'œdème. Il y a même une fissuration de la partie superficielle de la peau. Et puis, vous voyez cet aspect un peu purpurisé, un peu brun, par la souffrance vasculaire sous-jacente. Un érysipèle, encore une fois, vous voyez, avec une jambe donc rouge, et puis vous avez un aspect un peu de voussure, un aspect un peu plus tendu sous le genou. En fait, cette patiente, vous la voyez pour un érysipèle, vous lui mettez ses antibiotiques, et puis sous antibiotiques, elle va bien, et puis au bout de 3 jours, elle commence à aller à nouveau moins bien, elle a encore un peu de fièvre, elle a des douleurs au niveau du genou. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est une des complications qu'on peut voir, qui est une complication loco-régionale secondaire à l'érysipèle, c'est la formation d'un abcès. Donc il y a une connexion qui s'est formée à la partie supérieure de la dermo-hypodermite. Cette connexion, vous aurez beau mettre des antibiotiques, ils ne rentreront pas à l'intérieur de la coque. Donc il va falloir drainer. D'accord? C'est une des complications, c'est rare, mais ça peut se voir. C'est la constitution d'une collection sur un des sites au niveau de l'érysipèle. Et dans ce cas-là, vous pouvez garder les mêmes antibiotiques, mais surtout, c'est une indication chirurgicale, il faut mettre à plat l'abcès, le drainer et éventuellement adapter les antibiotiques en fonction de l'antibiogramme si vous isolez un germe et si l'antibiotique que vous donnez n'est pas sensible, n'est pas actif sur le germe. Alors, les complications sont essentiellement locales, 5 à 10%, surtout si diabète, on peut avoir des abcès localisés, superficiels, incision et drainage. Systémique, c'est très rare. Fort heureusement, on voit beaucoup d'érysipèles, mais on voit peu de patients qui terminent en réanimation avec un choc septique secondaire à un érysipèle. Mais ça peut décompenser un état fragile. Quelqu'un qui a du diabète, quelqu'un qui a une obésité, l'érysipèle peut faire que sur ces terrains-là, il va y avoir une complication liée plus au terrain. Je dirais que la principale complication de l'érysipèle, c'est la récidive. Et vous voyez que jusqu'à 20%, dans certaines séries, jusqu'à 20% de risque de récidive au cours de l'érysipèle. D'où l'importance de reconnaître les facteurs de risque associés à l'érysipèle, que sont l'insuffisance veineuse, l'insuffisance lymphatique, et de lutter également contre, de traiter éventuellement la porte d'entrée. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes à considérer. Alors, il peut y avoir des complications loco-régionales. Je vous ai montré tout à l'heure l'adénite. Et puis, on peut avoir l'adénite. Vous avez l'érysipèle au niveau du coude, vous voyez, la rougeur, comme ça. Alors, ça peut être très localisé. C'est pas forcément très, très étendu. Et puis, vous avez une traînée qui part de l'érysipèle et qui va se jeter dans le ganglion. Comment ça s'appelle ça? Une lymphangite. Et cette traînée, en fait, si je palpe cette rougeur, généralement, je vais avoir un petit cordon, comme le même petit cordon qu'on pouvait avoir ici. D'accord? Donc, il peut y avoir une lymphangite. Ça ne nécessite pas d'anticoagulant particulier, ça va régresser. C'est pas grave d'avoir la lymphangite, c'est juste douloureux. Alors, quelquefois, on peut mettre éventuellement des pansements alcoolisés pour diminuer plus rapidement l'inflammation au regard de la peau. L'érysipèle, ce n'est pas que le membre inférieur. On peut avoir des érysipèles du membre supérieur. Alors, cette personne qui avait été opérée d'un cancer du sein, comme vous pouvez le voir,
Le cancer du sein, à l'époque, quand on opérait les cancers du sein, on faisait, là, elle n'avait pas eu de mastectomie, de mammectomie, on lui avait pas retiré le sein, on lui avait fait une quadrantectomie, et puis on lui avait fait un curage ganglionnaire et de la radiothérapie. Ça va entraîner un lymphodème du bras. Vous savez, ces patientes-là, il ne faut pas les prélever du côté où elles ont eu, parce qu'elles ont un lymphodème chronique, et ça risque de favoriser les infections. Donc là, elle avait un gros membre supérieur gauche, associé à une rougeur importante également avec ce qu'on appelle une mamite secondaire à l'érysipèle, qui était bien entendu secondaire à une petite plaie. Alors ça peut être n'importe quelle petite plaie, ouais, une petite plaie, une épine de rose, et puis voilà, et puis il y a l'infection qui se propage. Ça peut toucher le visage et ça peut toucher l'oreille. Une femme qui avait 40 et qui avait une grosse oreille rouge. Alors, de façon intéressante, si on regardait en dessous, on avait une petite lésion croûteuse, vous voyez, et ça, c'était probablement le point de départ. Parce qu'elle disait, oui, qu'elle s'était un peu gratté une petite lésion sous l'oreille. En fait, c'était la lésion de départ. Et ensuite, elle faisait un érythème qui touche. Alors, ce qui était intéressant, quand vous avez ça, vous avez un œdème et un érythème qui touche la totalité de l'oreille. Vous voyez, ça touche l'oreille avec le cartilage, d'accord? Et ça touche le lobule. Or, dans le lobule, il n'y a pas de cartilage. Tableau différentiel, télésique différentiel, avec une chondrite. Dans une chondrite, vous allez avoir une rougeur de tout ce qui est cartilagineux, mais vous n'aurez pas d'atteinte du lobule. Une polychondrite, par exemple, atrophiante, ça va donner une inflammation, regarde, du cartilage, mais pas du lobule, contrairement à cette patiente qui a une atteinte du lobule, et en plus, elle a de la fièvre et autres, d'accord? Donc là, vous pouvez vous dire que ce n'est pas une chondrite, mais c'est une atteinte de la peau. Là, cette patiente-là, elle avait l'habitude, comme beaucoup, de s'épiler les sourcils, enfin, l'espace intersourcilière, la glabelle. Et donc, elle tire, en tirant, elle fait des petites plaies, le streptocoque, qui était juste là, rentre, et ça entraîne un œdème. Et vous voyez qu'il y a un œdème qui diffuse de façon bilatérale comme ça, et symétrique, avec une atteinte du nez aussi. Donc tout ça, c'est dur, c'est rouge, c'est chaud, elle est 40. Et elle a un signe qu'on ne trouve pas toujours au niveau de la jambe, elle a un aspect en bourrelet périphérique. Dans la partie supérieure au niveau de la glabelle, on a l'impression qu'il y a comme un bourrelet, un renflement périphérique. Ça, c'est un aspect assez évocateur des résipèles. Et puis à droite, vous avez un patient, là aussi, qui a une atteinte avec un érysipèle qui touche la mandibule. On regarde la mandibule, vous voyez qu'il y a une délimitation très nette avec la peau avoisinante, et il y a une atteinte également du cou, de la face latérale du cou et de l'oreille. Tableau fébrile et brutal. Alors, HAS, qu'est-ce que c'est notre pain quotidien? Il n'y a pratiquement pas une semaine que je fais la visite en salle et qu'il n'y ait pas un érysipèle qui soit hospitalisé. Donc, pratiquement toutes les semaines, on a un érysipèle. Et si vous êtes en médecine interne, ça sera pareil. C'est vraiment une pathologie très, très fréquente. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on en voit un, on se dit, il ne faut pas que je passe à côté de quelque chose de grave. Et qu'est-ce qui fait que je vais rechercher des signes de gravité au cours d'un érysipèle? Parce que peut-être ça modifie la prise en charge, la surveillance, l'hospitalisation ou pas. S'il y a des signes généraux de sepsis ou de choc septique. Bien sûr, ça, c'est comme toute infection. Dès qu'il y a des signes de sepsis sévère et encore plus lorsqu'il y a des signes de choc septique, c'est sûr que c'est plus le même endroit, c'est pas le même pronostic. L'extension rapide des signes locaux. L'extension rapide, ça touchait le matin la cheville et en une journée, il y a une atteinte de tout le membre. Ça, c'est un signe de gravité. Des douleurs très intenses. Je vous ai dit, l'impotence fonctionnelle. Les gens vous disent, j'ai une douleur spontanée, je ne peux pas bouger la jambe. Des signes locaux.
Alors, les signes locaux, c'est lividité. C'est-à-dire quand c'est livide, ça veut dire quand c'est cyanique ou blanc. C'est-à-dire que la peau n'est pas rose, hein, la peau est livédoïde. C'est-à-dire qu'elle est un peu cyanotique, violette. D'accord? Il y a bien sûr une crépitation sous-cutanée. Alors, crépitation sous-cutanée, ça va se voir essentiellement lorsqu'on a des germes anaérobies qui produisent éventuellement cette production de crépitement sous-cutané. Donc ça, c'est quand même rare. Des signes d'hypo ou d'anesthésie. À l'inverse des douleurs intenses, les gens, vous allez les voir et puis vous essayez de toucher, vous leur touchez, vous leur dites non, je ne sens rien. Vous piquez, ils ne sentent rien. Hypoesthésie localisée. L'induration. L'induration, d'autant plus qu'elle dépasse l'érythème. Avoir un placard inflammatoire, ça va être dur, c'est rouge. Mais si autour, on a une diffusion de l'induration alors que la peau en regard n'est pas rouge, ça veut dire qu'il y a peut-être une diffusion profonde. Qu'on passe à un autre stade. Et bien sûr, de lividité, lorsqu'on passe à nécrose, des signes de nécrose locale sont des signes de mauvais pronostic. Enfin, il y a des critères chronologiques. C'est que malgré une antibiothérapie adaptée, on observe dans les 24 à 48 heures une aggravation des signes locaux, c'est un signe de gravité. C'est pas normal. Les résipelles, ça s'améliore rapidement. Hein, ça ne doit pas résister à 24-48 heures d'une antibiothérapie adaptée. Alors ça, on va passer. Alors, quand est-ce qu'on va hospitaliser? On va hospitaliser si justement on a des petits soucis, et notamment dans les signes cliniques. On va hospitaliser s'il y a des signes de gravité locaux ou généraux. On va hospitaliser s'il y a des risques de décompensation, de comorbidité. Un diabète mal équilibré. Ça va mal se passer. Vous savez bien que tout épisode infectieux, quel qu'il soit, peut entraîner une décompensation. Immunodéprimé. On va plutôt le garder. D'accord? Tous ces facteurs-là qui font que cette infection peut mal se passer. L'obésité, avec un IMC supérieur à 40. Les sujets très âgés, polypathologiques, c'est quand même très courant au cours de l'érysipèle. Hein. Donc c'est pour ça qu'on hospitalise les érysipèles. Et enfin, et ça moi je ne fais pas de pédiatrie, chez les sujets jeunes, bien que ce soit exceptionnel, les sujets l'âge inférieur à 1 an est aussi un facteur qui pousse à l'hospitalisation. On peut être amené à faire une hospitalisation secondaire, c'est-à-dire qu'on a pris un patient en charge en ville, et malgré une antibiothérapie adaptée par voie orale, il y a une aggravation locale. 24 à 48 heures après, dans ce cas-là, c'est une indication à faire hospitaliser le patient. D'accord? Le traitement de la dermohypodermite bactérienne non nécrosante, de première intention, c'est l'amoxicilline, c'est les recommandations HAS, 50 mg kg en 3 prises, maximum 6 grammes par jour. Si on a une allergie à la pénicilline, c'est soit la pristinamycine, 1 gramme 3 fois par jour, soit la clindamycine, 1,8 g par jour en 3 prises, et jusqu'à 2,4 g par jour si on a un poids supérieur à 100 kg. Il n'est pas rare, vous verrez, que, compte tenu des signes locaux, on associe quelquefois d'emblée la clindamycine à l'amoxicilline. Mais retenez plutôt ces schémas-là. Après morsure, parce qu'on a certains germes qui sont résistants à l'amoxicilline, il faut associer, après morsure de chien par exemple, il faut associer l'amoxicilline à de l'acide clavulanique. Et généralement, on donne 50 mg kg jour d'amoxicilline sans dépasser 6 grammes par jour et 375 mg d'acide clavulanique. Alors,
Je vous ai dit que la principale complication, dans à peu près 20% des cas, c'est la récidive. Alors, il y a des indications à traiter de façon prophylactique des gens qui ont fait un érysipèle. Alors, on n'attend pas le premier épisode. On attend généralement, il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus. Je dirais quelqu'un qui fait 2 épisodes d'érysipèle en 3 à 6 mois, ça peut être une indication après le 2e épisode de lui proposer une prophylaxie secondaire pour éviter qu'il ait un 3e épisode. Quand il a eu 3 épisodes en un an, vous pouvez lui proposer une prophylaxie secondaire. Et la prophylaxie, ça sera soit la bazatine benzyle pénicilline G, qui est en fait l'extensiline. Alors ça, on hésite un peu en ce moment à préconiser ça. Pourquoi on hésite un peu? Parce qu'il y a des ruptures de stock récurrentes d'extensiline. Et vous savez que l'extensiline, c'est le traitement de la syphilis. Donc, moi, j'engage peu à utiliser l'extensiline en prophylaxie d'érysipèle. C'est quand même un problème de santé publique, mais il peut y avoir une alternative qui est de mettre les patients soit sous pénicilline V, auraciline, soit même sous clamoxyline 1 gramme. Donc, je préfère quand même une prophylaxie orale. Sinon, l'autre, c'est la benzylpénicilline G, mais c'est une injection toutes les 3 à 4 semaines. D'accord? Alors, pourquoi on cherche les signes de gravité? Parce que vous verrez que devant une grosse jambe rouge, on a toujours l'idée que même si c'est rare, même si c'est exceptionnel, je ne veux pas passer à côté de ce qu'on appelle une dermohypodermite nécrosante. C'est-à-dire qu'une fascite nécrosante, c'est-à-dire une atteinte non plus de l'hypoderme, mais de cette partie la plus profonde, juste avant le muscle, qui est le fascia qui recouvre le muscle. Donc tous les signes dont je vous ai parlé sont justement vous aident à vous dire, tiens, quand j'ai une grosse jambe rouge aiguë et fébrile, je vais rechercher des signes qui sont en faveur de la fascite nécrosante. On va passer vite là-dessus. C'est toujours les mêmes facteurs de risque. C'est les signes. C'est ça. C'est ça la fascite nécrosante. Donc, patient qui rentre le vendredi soir, SDF, terrain alcoolo-tabagique, il a un gros bras rouge. On le voit avec l'interne et on dit, c'est un érysipèle, il n'y avait pas de facteur de gravité. Le samedi se passe, pas de souci, il n'avait pas d'autres. Il répondait plutôt pas mal. Et puis le dimanche, l'infirmière m'appelle en me disant il ne va pas bien du tout, il a une petite tension, il a à nouveau de la fièvre, et puis son bras, c'est plus du tout comme hier. Et là, vous voyez que c'est plus du tout rouge. D'abord, il y a des décollements. D'accord? Vous avez la peau est comme en linge mouillé dessus. Ça veut dire qu'il y a une nécrose épidermique. D'accord? Cette nécrose épidermique, elle est liée à la souffrance. À la souffrance qui est liée à l'atteinte vasculaire, secondaire à l'atteinte infectieuse. Et vous voyez bien que votre bras, il y a des bulles, il y a des grands décollements, et puis sous les décollements, c'est plus rouge. C'est quelle couleur? C'est noir. C'est noir et jaune. C'est fibrineux et nécrotique. Donc ça veut dire qu'il y a une souffrance vasculaire telle avec une atteinte profonde. C'est une fascite nécrosante. En l'état, là, il n'y a pas de doute diagnostique. Qu'est-ce qu'il aurait fallu rechercher? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les douleurs à la marge de l'érythème. C'est-à-dire qu'il avait un placard, mais il avait aussi mal de l'autre côté, et on n'a pas fait attention. Il avait un œdème très important, il avait des petits troubles de la sensibilité en regard de la peau, tous les signes que j'ai cités tout à l'heure, tous les signes qui font redouter devant un érysipèle, une éventuelle dermohypodermite nécrosante. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire?
l'antibiothérapie systémique, ou IV, pardon. Il a déjà les antibiotiques. Donc là, il faut conditionner le patient. Donc lui mettre une voie d'abord, veineuse, profonde. 2, le remplir. 3, peut-être le transférer en réanimation, appeler le réanimateur. 4, après le chirurgien. Pourquoi? Parce que le traitement, c'est médico-chirurgical. Mais il ne faut pas retarder la chirurgie. Sa seule façon de s'en sortir, ce sera la prise en charge réanimatoire et chirurgicale. Les antibiotiques, je suis d'accord, il les a déjà, qui ne sont pas bons. On est d'accord? Donc, ils vont être adaptés au prélèvement péropératoire. On fera des prélèvements péropératoires. On va élargir le spectre vers les anaérobies, vers des BGN. Vous allez élargir le spectre. Au mieux, lorsque vous aurez des prélèvements péropératoires. Mais il faut exciser, débrider tous les tissus nécrotiques. Parce que ces tissus nécrotiques sont responsables du choc. Donc il faut faire un débridement jusqu'au muscle, qui touche la totalité du bras. Donc c'est des gens qui vont se retrouver, ils n'auront plus de peau, ils n'auront que le muscle à nu, qui sera lavé quotidiennement avec des solutions de bétadine et autres. Et puis secondairement, quand tout ça sera passé, on fera une greffe. On fera une greffe de peau, avec de la peau totale, la peau qui sera prélevée chez le patient lui-même, jusqu'au jour où un jour on aura la peau artificielle qui permettra de recouvrir. On n'y est pas encore. Vous comprenez ça? Donc c'est une urgence médico-chirurgicale. Et vous verrez que notre souci quotidien, c'est convaincre, quand il n'y a pas encore ces signaux-là, là, le diagnostic, il ne fait pas de doute. Il fait doute quand j'ai la grosse jambe rouge et que j'ai un peu de crépitation. Il fait doute quand j'ai la grosse jambe rouge et que j'ai un placard et avec une induration qui dépasse le placard. Que c'est un peu livédoïde, qu'il y a une souffrance vasculaire. Là, je me dis, et c'est là où il y a quelquefois des discussions avec les chirurgiens pour et il faut savoir que malgré le temps qui passe, c'est tellement rare par rapport à l'érysipèle qu'il n'y a pas d'équipe qui en ont vu suffisamment. Par exemple, un chirurgien général aux États-Unis considère qu'il aura peut-être vu 2 cellulites, enfin 2 fasciites nécrosantes dans toute sa carrière, en 40 ans de carrière. C'est pas beaucoup quand même. Donc, d'où l'idée peut-être de créer des centres qui les prennent en charge et autres. D'accord? C'est très difficile, il y a très peu de gens qui connaissent bien la prise en charge de ces fasciites nécrosantes. Alors, ne pas perdre de temps avec des imageries qui servent à rien. Ça peut servir dans des formes un peu bâtardes, où vous n'êtes pas certain que c'est une fasciite nécrosante, mais il ne faut pas perdre de temps. L'urgence, c'est chirurgical. Donc, conditionnement du patient, transfert en réa et au bloc bien conditionné avec éventuellement des drogues pour lutter contre le sepsis sévère et le choc septique. Donc, le traitement, c'est la chirurgie, l'antibiothérapie adaptée, bien sûr, et la réanimation post-opératoire. Alors, fort heureusement, tout ce qui est rouge ne termine pas forcément mal. Alors, il y a du rouge qui a un aspect un peu particulier. Alors, ça, c'était un patient qui était suivi. Il venait avec ce placard, cette plaque, ou cette macule, ou cette nappe. N'oubliez pas, les macules confluent en nappe, papules confluent en plaque. Vous avez, comment vous décririez ça? Est-ce qu'on peut baisser la lumière peut-être un petit peu? Est-ce que vous voulez qu'on baisse la lumière un peu? Vous verrez peut-être un petit peu mieux. Je ne sais pas quel est le bouton. C'est lequel? C'est ça, non? Non. Je ne sais pas où c'est la lumière. Est-ce que ça sortira un petit peu mieux que ça ne sort là? Ah, non.
Vous savez pas comment on ferme la lumière là-haut? Non? C'est peut-être là-haut. Bah, allez voir si c'est possible, juste à l'entrée. Je pense que vous devez. Et prenez peut-être votre téléphone si vous devez redescendre, parce que s'il n'y a pas assez de lumière, je ne voudrais pas que vous. Donc, vous voyez, alors il y a toujours le signe, le rond, c'est le signe de la biopsie. Montrez. Ouais, très bien. C'est beaucoup mieux comme ça. Ne tombez pas. Ça va? Oui, ça va, merci. Alors, comment vous décririez ça? Il vous dit, en fait, au début, c'était au milieu de la cuisse, et puis maintenant, c'est d'évolution centrifuge. Et vous voyez qu'en fait, l'érythème, il n'est pas homogène. Il y a un petit renforcement en périphérie. Ça forme un anneau. D'accord? Alors, qu'est-ce qui peut donner ça, à votre avis? Un quoi? Un dermatophyte. Oui, mais dans le dermatophyte, on va avoir des lésions en bordure qui seront vésiculeuses, vésiculo-croûteuses, squameuses. Là, c'est pas squameux, c'est rouge. Lyme, c'est pas la bactérie de Lyme. La maladie de Lyme. C'est rouge, c'est en anneau, annulaire, c'est un érythème migrans. C'est un érythème chronicum migrans. C'est la phase initiale de la maladie de Lyme. En fait, il a eu la morsure de tique au milieu de la cuisse et l'érythème s'est constitué en plusieurs semaines, voire quelquefois plusieurs mois. Et ça peut, vous voyez, il y a un aspect un petit peu, c'est rouge, c'est rose, c'est lilas. Vous voyez, c'est un petit peu mauve quand même. D'accord? Et ça s'étend progressivement. Donc, dans ces formes-là, généralement, le diagnostic, il est plus clinique que sérologique, parce que la sérologie de Lyme, elle est négative à ce stade précoce de la phase initiale de maladie de Lyme, elle est négative dans près de 50% des cas. Regardez ça. Ça, c'est la tique. C'est un ixodes. Alors, vous voyez, ça, c'est la meilleure façon de retirer la tique, c'est ça. Hein. C'est de faire un punch en prenant la tique. Alors, avant, on avait des terres, ça endormait la tique et elle lâchait. D'accord? Et puis, il y a des tire-tiques qui marchent pas mal non plus. Et donc, la tique, elle vient et elle transmet la Borrelia. C'est la Borrelia. Alors, en France, c'est essentiellement Borrelia azellii qui est responsable de la maladie de Lyme en France. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, vous avez d'autres borrélioses. C'est Borrelia burgdorferi. Et on dit maladie de Lyme, vous savez pourquoi? Parce que c'est une ville, Lyme, dans le Connecticut, où il y a eu une épidémie de cette maladie en 1976 dans un summer camp. C'était plutôt des formes articulaires, parce que comme toute spirokétose, c'est une spirokétose, comme la syphilis. Il y a une phase primaire, une phase secondaire, septicémique, où il va y avoir des arthrines, des complications neurologiques, méningite, méningo-radiculite, polyradiculonévrite, oligoarthrite. Et puis après, il y a les formes tardives, dites tertiaires, où on peut voir des manifestations cutanées. Alors ça, c'était justement très intéressant. Le jeune homme, il vient avec cette grosse main rouge, et puis il revenait du Connecticut. Donc, je dis à sa maman, il n'y a pas d'autres lésions. Elle me dit, non, mais je lui dis, c'est peut-être la maladie de Lyme. Mais non, certainement pas. Et fort heureusement, il s'est déshabillé et vous voyez qu'il avait un très bel anneau qu'il y avait au niveau axillaire et périaxillaire. Vous voyez? Donc, c'est très différent. Généralement, ils n'ont pas de fièvre. Ils n'ont pas de fièvre. Et vous voyez, c'est annulaire essentiellement. Ce n'est pas homogène, érythémateux et fébrile. Donc, c'est la phase primaire de la borréliose de Lyme. Le sérodiagnostic est négatif dans 50% des cas. Et le traitement, c'est l'amoxicilline ou la doxycycline. Et puis, il y a des stades très tardifs. Et ça, c'est après plusieurs années d'évolution. Cette patiente, alors c'est une jambe violette, apyrétique, vous voyez, et la peau est comme atrophique. C'est-à-dire que si vous regardez la peau de gauche, on a l'impression qu'il y a la peau, elle est mauve, et puis on voit beaucoup trop bien les vaisseaux, parce qu'il y a une atrophie dermo-épidermique. La peau est beaucoup plus parcheminée, d'accord? Et puis vous avez, ce qui est intéressant, c'est que l'aspect sombre et mauve, vous voyez qu'il est suspendu.
Hein, il y a une atteinte des orteils, des premiers rayons, et puis ça épargne, vous voyez, la distalité. Alors, elle avait ça, elle avait un aspect également un peu mauve aussi au niveau du genou, et c'était ce qu'on appelait, alors elle était suivie pour une insuffisance veineuse et autres, alors là, c'est pas fébrile. Ben, c'est important de faire le diagnostic parce que ça peut donner des complications neurologiques. La phase tertiaire de la maladie de Lyme, qui s'appelle l'acrodermatite chronique atrophiante ou maladie de Pick Alzheimer. Le sérodiagnostic est positif là dans 100% des cas. Donc si c'est négatif la sérologie, ça veut dire que ce n'est pas ça. D'accord? Autant dans la phase primaire, ben, ça peut être négatif dans 50% des cas, autant là, c'est toujours positif. Voilà. Donc si vous voulez, on va passer à d'autres microbes. Si vous avez quelques questions, il y avait quelques questions que vous voulez poser. Juste la langue framboisée, Oui. la langue des papillés, c'est pas la même chose. Non, c'est pas pareil. Dans la langue des papillés, ça veut dire qu'il va y avoir, c'est lisse. Ah oui, voilà. C'est au contraire. Dans les résipelles de la face par rapport à la staphylococque, Oui. il n'y a pas de risque thrombo. Dans les résipelles, non. D'accord. C'est le staphylocoque qui thrombose. Ok. Ok. Alors que du coup, c'est le strepto qui fait les résipelles de la face. Oui. C'est toujours le strepto, les résipelles. Souvenez-vous que c'est le strepto. Ouais. Sur un doute entre une dermatite non nécrosante et une facite nécrosante, on va faire enfin, si on a le doute, on fait comment pour éliminer de manière sûre le diagnostic de facite nécrosante? Ça, c'est notre boulot de tous les jours. On va c'était des signes cliniques dont je vous ai parlé. Est-ce que c'est livédoïde? Est-ce que c'est nécrotique? Est-ce qu'il y a des la sensibilité? Est-ce que si tous les jours, je recherche ça, moi, dans un récipient. Tous les jours. Après, en 48 heures, 3-4 jours, on sait que ça va bien et que ça va mieux. Mais au début, des fois, j'ai vraiment le doute. Il n'y a jamais de fonction Non, alors, les preuves bactériologiques dans les résipelles ne sont pas nécessaires. Vous savez, alors vous faites des émoques parce que les gens sont fébriles, mais la ponction cutanée, elle n'est pas nécessaire, elle est de mauvais rendement dans les résipelles. D'accord? Donc on ne la fait pas systématiquement. Ouais. Est-ce qu'il y a certains cas où on fait une amputation Non. C'est un débridement qu'il faut faire. Pas besoin d'amputer. Oui, mais si par exemple il y a une atteinte du muscle. Oui, ça peut arriver, mais là, dans ce cas-là, oui. Mais normalement, non, c'est un débridement jusqu'au muscle. Et dans le collège, il mentionne aussi les pseudofolliculites dans le cadre des maladies de Crohn, par exemple. Oui, mais ça, déjà, faire la différence entre une folliculite et une pseudofolliculite, déjà à mon stade, c'est difficile. Oui, non, juste pour le mécanisme, pas pour le diagnostic. Ah, d'accord. Non, dans les pseudofolliculites de B7, c'est des maladies auto-inflammatoires. D'accord? Donc, il va y avoir des facteurs cytokiniques pro-inflammatoires qui favorisent la survenue de lésions, de métastases, en fait, avec des polynucléaires neutrophiles qui vont se mettre non plus autour du poil, mais à côté du poil. Donc, ça va donner des petites papules, des petits nodules. Ça se voit dans la maladie de B7, ça se voit dans la maladie de Crohn, des Miki, la RCH. C'est en fait une inflammation cutanée. Comme il y a des micro-abcès dans la maladie de Crohn au niveau du tube digestif, mais il peut y en avoir sur la peau aussi. Tout à fait. Mais j'ai une très belle photo de pseudofolliculite, mais je peux vous garantir que c'est très difficile. Alors, quand on a des lésions dans la paume de la main, c'est facile parce qu'il n'y a généralement pas beaucoup de poils, d'accord? Sauf pour certains, d'accord? Mais sinon, c'est très très difficile. Vous voyez, même sur le tronc, c'est difficile de savoir si elle est vraiment folliculaire ou pas. D'accord. Okay, mais c'est vrai qu'au cours alors les Crohn, moins, je dirais, c'est surtout les B7. Les B7, il y a souvent des folliculites ou des pseudofolliculites qui sont satellites de la maladie et qui accompagnent les aftes et autres. D'accord? Oui? Rallumer la lumière, c'est possible ou Oui, mais c'est pour que vous voyez mieux les photos. Hein. C'est comme vous voulez. Hein. Vous voyez rien, c'est ça? Oui, enfin, parfois non, mais c'est pas grave. C'est surtout pour vous, pour les photos. Parce que je trouve que les photos, le visioprojecteur a un peu passe les couleurs, et on voit quand même mieux quand il y a un contraste avec le reste de la salle. Je préfère, quoi. D'accord? Si vraiment vous ne pouvez pas écrire, vous me le... De toute façon, normalement, je crois que c'est enregistré le topo, non? Bon,
Voilà.